Que se passe-t-il dans le champ intellectuel français? Drieux-La Rochelle en Pléiade depuis 2012, les décombres de Rebatté en collection bouquins, un désir finalement avorté de publication des pamphlets antisémites de Céline il y a quelques semaines, un projet de commémoration de la naissance de Charles Maurras, abandonné suite à une forte mobilisation. Que cache ce retour en librairie d'auteurs fascistes et collaborationnistes? Le temps qui passe offrirait-il désormais la possibilité de lire ces textes en simple esthète? Est-il nécessaire et même sain d'offrir au public la possibilité de découvrir ces textes scélérats accompagnés de tout un appareil critique? Faut-il au contraire y voir une fascination pour une prose criminelle qui accompagna de ses voeux l'extermination des Juifs d'Europe? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'historienne Annie Lacroix-Riz, spécialiste de la collaboration entre le Reich et Vichy, et notamment auteure du Choix de la défaite, les élites françaises dans les années 30. Alors, Annie Lacroix-Riz, pourquoi une telle accélération de la republication des auteurs fascistes ? Parce qu'on est dans une bonne fenêtre de tir, c'est-à-dire qu'on est dans une conjoncture favorable, mais que c'est une conjoncture favorable qui a été en fait précédée par tout un long processus, vraiment très long. Évidemment, je ne voudrais pas céder à l'accusation habituelle quand on évoque une stratégie de tomber dans le conspirationnisme, puisque j'ai droit à ce qualificatif souvent. Mais en réalité, les choses ont commencé dès les années 1950. C'est-à-dire quand à Sciences Po, tout un ensemble de gens qui ont été des guides, je dirais, de la jeunesse de ma génération, de la jeunesse étudiante, Sciences Po et même au-delà, parce qu'ils avaient un très large accès au quotidien Le Monde, notamment, c'est-à-dire des gens comme René Raymond, des gens comme Raoul Girardet, toute une série j'ai oublié Maurice Duverger, qui a été, je dirais, à tous égards un guide politique, un guide juridique, etc. Tous ces gens ont dit qu'il n'existait pas de fascisme français. Le seul fascisme français, pour eux, c'était le fascisme des renégats de gauche. C'est-à-dire qu'il n'y avait les seuls vrais fascistes, c'était Doriot rallié au fascisme, c'est-à-dire l'ancien dirigeant communiste de très haut niveau passé au fascisme dans les années 1930, ou Déa, socialiste, passé chez les néos officiellement à la création du courant en 1933. Le passé a été gommé, et ces gens qui, pour toute une série de raisons, se sont trouvés des guides, ont décidé que la question de la droite ne serait pas posée. Et lorsque, dans les années 60, a commencé à se développer toute une génération de jeunes gens, et puis dans les décennies suivantes, plus encore, de jeunes gens qui voulaient faire des thèses, c'est devenu, en quelque sorte, un article d'évangile. On ne posait pas la question de l'origine de droite du fascisme. Vous observerez d'ailleurs, et ça se passe en même temps que ce que vous évoquiez, c'est-à-dire cette multiplicité de parutions, de reparutions, de tentatives de parution, vous observerez que, simultanément, on est en train, ces derniers temps, de lancer un grand thème, ou un double thème. La collaboration, c'est une collaboration de gauche. Les collabos y sont venus de gauche. Et les résistants sont venus de droite. Et vous savez que ça a donné lieu non seulement à un ouvrage qui a eu une couverture médiatique absolument gigantesque, celui de Simon Epstein, sur la question, sur les résistants d'extrême droite. Et Simon Epstein a récemment réuni deux historiens, c'est-à-dire d'un côté Pascal Horry, de l'autre côté Olivier Vivorca, sont venus tenir la partition les collabos de gauche, et lui a expliqué finalement que
la véritable résistance était venue de Vichy. Et c'est un thème qui s'est développé il y a une grosse vingtaine d'années, qu'a lancé d'ailleurs Azéma, c'est-à-dire le thème des vichisto-résistants. Les vrais résistants seraient des gens qui étaient à Vichy, mais qui en réalité étaient vichistes, mais pas pro-allemands. Alors ça, je vous dirais que c'est absolument de la même nature que dans la notice biographique de Maurras à laquelle vous avez fait allusion. C'est exactement la même chose. Vichiste jusqu'au tréfonds, couvrant toute la politique de Vichy. On peut évidemment souligner la contradiction, parce que toute la politique de Vichy, c'est quand même une politique dictée par le Reich, si je ne m'abuse, une politique pro-allemande et une politique nazie, pro-nazie. Pour en venir justement à la tentative de commémoration de Charles Maurras, de la naissance de Charles Maurras, qui était inscrite, je le dis pour ceux qui nous écoutent, aux commémorations nationales, et puis qui, sous la bronca, a été retirée par la ministre de la Culture. La notice à laquelle vous faisiez allusion, qui était signée par un historien, qui est un historien de la Sorbonne, de Paris 4, qui s'appelle Olivier Dard. Olivier Dard ne mentionnait pas, si je ne me trompe pas, l'antisémitisme de Maurras. Il parlait il le mentionnait comme anti-Dreyfusard, mais pas comme antisémite. Si, il évoquait vaguement de sa période, je dirais de la période fondatrice de l'Action française, qui, je le rappelle tout de même, a été fondée au moment de l'affaire Dreyfus, et contre Dreyfus, puisque la fondation, c'est 1898 quand même. Il l'évoquait à ce moment-là, mais il n'en était plus question au-delà, et il y avait des silences sur bien d'autres choses d'ailleurs. Alors, à ce sujet, les deux historiens qui ont porté ce projet, à savoir Jean-Noël Jeannet et Pascal Horry, continuent aujourd'hui de justifier leur choix en disant que commémorer n'est pas célébrer. Pourquoi c'est pas recevable à vos yeux? Alors écoutez, la commémoration ou la célébration, je dois dire que c'est finalement deux choses que je trouve complètement indifférentes. On a la commémoration, pas la célébration. On nous a dit aussi qu'il fallait célébrer la mémoire, mais c'était un moyen de nous faire oublier qu'on avait à peu près saboté l'histoire. Le problème n'est pas là. Le problème est que qu'on le fasse à telle date avec plus d'insistance ou qu'on le fasse couramment, il faut savoir si on est prêt à livrer à la population française une histoire honnête. Ça me semble la seule question. Moi, d'ailleurs, ça ne me gêne pas qu'on fasse l'histoire de Maurras, et même qu'on soit plutôt étendu sur la question. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que ceci fait suite à la campagne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pas de fascisme de droite, finalement tout à l'envers, c'est-à-dire une gauche collabo, des vichistes pas collabo, et que la notice ait été confiée à un historien qui est, je dirais, très célèbre dans le milieu, bien que tout à fait couvert par le milieu pour toute une série de raisons, un historien qui, d'une part, ne cache pas son extrême sympathie pour l'Action française, ce qui, après tout, ne me pose pas de problème à partir du moment où le métier d'historien est fait normalement, mais qui a fait une biographie de Maurras qui est, je dirais, tout à fait significative du gommage de l'essentiel de Maurras, parce que ça pose la question historique. Qu'est-ce que c'est que faire l'histoire de quelqu'un? Il n'est rien dit dans cette biographie de la réalité des liens politiques de Maurras, de qui le soutient, de qui le finance non seulement en France, c'est-à-dire l'aristocratie et, je le répète, la très grande bourgeoisie financière, parce que ça n'apparaît pas dans la biographie, mais la véritable matrice du fascisme en France, c'est la seule matrice, c'est l'Action française, c'est-à-dire cette ligue qui a été constituée en 1898 pour combattre Dreyfus et démontrer que les Juifs étaient en quelque sorte des voyous,
je choisis un mot grossier à dessein parce que c'est le mot qui était employé, des salopards, des traîtres, qu'il fallait retrancher de la communauté nationale, et que c'est le fil rouge de la totalité de la carrière de Maurras. Et ce Maurras, non seulement il a été financé par des milieux très puissants et protégé par l'État français, si vous voulez. On a des archives qui nous montrent ça, hein, à quel point il a été protégé. Mais ces archives n'intéressent pas le biographe. Le biographe explique qu'il existe des tonnes d'archives, il n'en a consulté aucune. Mais alors, pour tirer le fil jusqu'au présent, comment est-ce qu'un historien aussi engagé, aussi sympathisant de l'action française et maurassien que Olivier Dère peut se retrouver en charge de rédiger ce genre de notes? Expliquez-nous, vous parliez de protection tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que, évidemment, c'est une question encore plus large que celle de la publication des auteurs fascistes. Et puis, pas seulement d'auteurs, je dirais, de collaborateurs de plume, il faut le savoir, de gens, car ça n'a aucun autre cas n'a existé. Sous l'occupation, on n'est pas seulement collaborateur de plume. Quand on est collaborateur de plume, on dénonce les rouges, on dénonce les juifs, et puis les mots ont des conséquences. Les mots ont des conséquences, mais il faut le savoir. Par exemple, quelqu'un comme Céline va proposer ses services début 1941 au service du ZIPO-SD, au service de ce que nous appelons la Gestapo, pour organiser la chasse aux Juifs. Ce ne sont pas seulement des idéologues que ces gens. Maurras n'est pas seulement un idéologue. Maurras, à partir des années 1920, reçoit des fonds du fascisme italien. Maurras, à partir de 1933, reçoit des fonds du nazisme, c'est-à-dire des hitlériens venus au pouvoir. Et ça, vous ne pouvez le découvrir évidemment que dans les fonds. Je le répète, le problème n'est pas simplement pour moi, je dirais, l'origine idéologique des gens. Moi, après tout, je suis marxiste, je revendique de pouvoir faire, je suis marxiste, j'ai des choix politiques qui sont connus, d'ailleurs, je suis communiste, et j'ai toujours revendiqué la possibilité de faire avec honnêteté l'histoire, tant des classes dirigées que des classes dirigeantes. Il suffit pour ça de travailler sur des sources croisées, d'essayer de le faire le plus honnêtement possible, et donc d'avoir en quelque sorte la religion des sources. Or, la religion des sources, c'est quelque chose qui a été liquidé pour toute une série de raisons ces 30 dernières années, c'est-à-dire à une époque où on trouvait opportun de ne plus gêner du tout les classes dirigeantes en leur rappelant leur passé, parce que c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Je rappelle que vous êtes une des grandes historiennes françaises de la collaboration économique, c'est-à-dire voilà, moi je travaille sur du patronat du grand patronat, du capital financier. Je suis aussi d'ailleurs spécialiste d'autres aspects de la collaboration, mais de toute façon, si vous voulez, et ça montre bien la différence de traitement. Finalement, les historiens qui aiment beaucoup les archives et qui forcément donnent une idée extrêmement sombre de la réalité des classes dirigeantes, parce que cette réalité est sombre, sont complètement écartés du champ, et ceux qui trouvent que les archives, c'est fait pour se mettre pour être mis sous le tapis, eh bien, ma foi, compte tenu de la droitisation du corps, parce que l'histoire a subi exactement la même évolution que toutes les sciences sociales. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et cette extrême droitisation qui a consisté à dire que la droite était vertueuse et que la gauche, par définition, ne l'était pas, a bien entendu favorisé la promotion de gens qui sont dans le courant. Et cette situation a bien entendu conduit à l'ostracisme des gens qui sont hors du courant. Mais alors, justement, vous parliez de la nécessité de revenir aux sources, d'avoir accès aux textes. Les défenseurs actuels de ces publications,
que ce soit celle des pamphlets de Céline ou des décombres de Rebatté, se réfère souvent à ce que Robert Badinter disait à la fin des années 70, au moment de la parution posthume des Mémoires d'un fasciste de Rebatté, à savoir la phrase suivante: « C'est un document d'histoire, il serait incroyable qu'il ne soit pas mis à disposition ». Pourquoi est-ce que vous ne vous rangez pas à cet avis finalement? Alors écoutez, de toute façon, il y a beaucoup je crois, d'historiens qui l'ont dit, qui ont été consultés, je crois, de collègues du secondaire ou de collègues de prépa ou d'autres, qui ont fait tout simplement remarquer, et c'est plein de bon sens, qu'il n'est pas difficile de se procurer aujourd'hui, ça circule sur le net, ça circule partout, les textes abominables des fascistes et nazis des années 1920-1945. Hein. C'est même très facile. Et vous évoquiez tout à l'heure, et c'est évidemment une perspective très intéressante, et c'est le prétexte choisi par messieurs Jeannet et Horry. Finalement, tout ça serait très bien parce qu'on veut montrer aux Français une gamme très large des choses, et puis gamme très large qui ne poserait aucun problème du côté fasciste parce qu'on aurait une présentation critique. Moi, je vais vous poser une question directe. Qu'est-ce que Olivier Dard va donner comme présentation critique de Maurras? Aucune, puisque sa biographie est une biographie hagiographique. Le deuxième point, et je vais évidemment le poser, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas connaître à la population française les textes issus des Lumières, tant de textes issus des Lumières, de la pensée progressiste, de la pensée qui va du XVIIIe siècle au marxisme, à ce qu'on a considéré pendant longtemps comme le progressisme? Pourquoi est-ce que la différence est si violente entre la mise sur le devant de cette littérature qui est une littérature abominable, de rejet, d'exclusion, d'appel au meurtre, parce qu'il faut quand même lire la prose de ces messieurs. Bagatelle pour un massacre. Je veux dire, les Français qui veulent travailler sur Rebatté ou sur Céline ont accès à Rebatté et à Céline. On ne republie Rebatté et Céline que parce qu'on a bien savonné la planche en disant que finalement les éléments les plus dangereux, ce sont les éléments de gauche et pour tout dire même les éléments du camp vaincu ces dernières décennies, alors que finalement les autres devraient être vus tout à fait licitement. Et je voudrais faire observer deux choses. On a évoqué les archives. Moi, je vais parler de Jean-Noël Jeannet. Je vais vous donner un exemple de deux pratiques historiques. Dans sa thèse sur François de Wendel, il se voit confronté à un moment à une source qui montre que François de Wendel soutient des organisations fascistes ou que le Comité des Forges, dont il est le président, c'est-à-dire la grosse organisation de la sidérurgie qui est en quelque sorte la force dominante, non seulement de la société, mais des gouvernements, je dirais, de l'ensemble français. Donc que ce Comité des Forges possède des journaux, et que notamment, d'ailleurs, le Comité des Forges possède le Temps, qui est considéré comme, par ailleurs, la voix officieuse du Quai d'Orsay. Il a des sources qui le lui disent. Et il oppose à ces sources une déclaration de 1946 de François de Wendel disant « Non, non, mais tout ça est faux ». Il choisit. Mais un historien ne peut pas choisir quand il a plusieurs sources. Il choisit la dénégation contre la preuve. Voilà. Quand vous avez des sources, beaucoup de sources concordantes, et je peux vous dire, pour connaître bien les sources de l'intérieur, les sources de la préfecture de police, qu'on ne peut pas se tromper sur des dizaines de courriers concordants sur le rôle de Wendel en matière de soutien des organisations fascistes et en matière de contrôle de la presse. Non, nous ne sommes pas libres, nous, historiens, vis-à-vis des sources. Et c'est cette liberté vis-à-vis des sources, depuis 30 ans,
nourri par une campagne sur l'idiotie positiviste des crétins qui passent leur temps aux archives, alors que nos grands historiens n'ont pas besoin d'y aller, c'est ceci qui a généré un brouillage des pistes. Quant à Horry, qui a été considéré comme une personnalité, ma foi, éminente sur la question des commémorations. Quand j'étais jeune historienne, je lisais avec grand plaisir, par exemple, son ouvrage « Les collaborateurs » de 1976. Mais c'est un ouvrage qui est constitué exactement sur la même base que la notice d'Olivier Dard, c'est-à-dire des textes officiels. Il n'est pas question de la réalité des rapports entre ceux qui financent le fascisme, ceux qui l'ont porté au pinacle, ceux qui l'ont abandonné à un moment. Enfin, vous voyez, tout ce qui faisait la richesse de l'histoire, tout ce qui faisait finalement la capacité des Français à faire le lien entre leur présent et les décennies passées. C'est-à-dire qui leur permettait d'avoir une petite idée de ce qu'était le comportement de, je dirais par exemple, de ceux qui les ont laissés par millions aller sur les routes de l'Exode, de ceux qui n'ont pas remboursé les dommages de guerre, mais qui ont trouvé prioritaire de faire 10 milliards de bons du Trésor pour la Banque de France, qui avait voulu livrer l'or belge aux Allemands, alors que ça n'était pas une demande de l'État, mais que c'était une initiative appuyée par l'État de la Banque de France. Tout ceci, tout cet abandon des sources, toute cette tentative de respectabilisation d'élites qui n'étaient pas respectables, tout ceci a fait qu'on est dans la fenêtre de tir qui a semblé à tous ces gens opportune, avec une précaution, c'est que plus personne ne déteste les Juifs officiellement. Mais qui peut croire de manière sérieuse, en se renseignant un peu, par exemple, sur ce qu'est aujourd'hui l'Action française, sur ce que sont aujourd'hui les mouvements fascistes, qui peut croire que parce que la priorité anti-arabe semble l'emporter, ces gens sont devenus absolument impeccables sur ce qui serait d'ailleurs la seule ligne rouge. Vous voulez dire officiellement philosémite. Voilà, et en réalité beaucoup plus ambigu. Et en réalité, à mon avis, aussi violemment antisémite que ces mouvements l'ont été de 1898 à 1945 officiellement. Et alors là, évidemment, ça nous amènerait, si vous voulez, à quelque chose qui est très bien éclairé. Par exemple, dans un ouvrage dont on a un peu parlé au début des années 2000, qui a été un ouvrage remarquable, qui a été traduit, qui est l'ouvrage de Peter Novick, qui a été traduit sous le titre « L'Holocauste aux États-Unis » et qui montre de manière claire comment, par exemple, la question juive, qui a été considérée, comment l'extermination des Juifs, qui a été considérée aux États-Unis, je dirais par les dirigeants américains, comme quelque chose de non seulement peu important, mais je dirais, comme le disait Goebbels, il n'avait pas tort, les Anglais et les Américains n'étaient finalement pas si contrariés qu'il disparût une telle quantité de Juifs, puisqu'ils étaient eux aussi persuadés que les Juifs étaient une bande de judéo-bolcheviques. Novick l'a montré avec honnêteté. Novick a montré avec une parfaite honnêteté comment, par exemple, les organisations juives dominantes ont accepté le silence parce qu'il ne fallait pas trop parler des Juifs, il ne fallait pas que la guerre fût juive, etc. Et Novick montre comment cette question juive, qui était une question absolument secondaire, non seulement secondaire, mais qui n'était même pas traitée dans les manuels, ou à peine. Vous savez, moi j'ai été prof du secondaire dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et donc je me rends bien compte de ce qui s'est passé. On a donc, si vous voulez, une entreprise
liquidation ou de falsification de l'histoire qui a été menée et qui aboutit, pas seulement, mais notamment à cette espèce de floraison extraordinaire de textes fascistes dont on nous prétend que la population française a absolument besoin de prendre connaissance. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est un sujet que vous connaissez bien, dont vous avez personnellement souffert. Il y a, c'est vrai, un véritable deux poids, deux mesures dans la vie intellectuelle française, entre d'un côté une virulence anti-marxiste, et une équation communisme égale nazisme, souvent un trait d'égalité souvent tiré entre les deux, et de l'autre côté une complaisance de plus en plus manifeste à l'égard de l'extrême droite intellectuelle. Si on avait fait une bonne histoire, une histoire sérieuse, je dirais non seulement évidemment de l'entre-deux-guerres, du fascisme, du nazisme, de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, on n'en serait pas à cette période de brouillage des pistes qui fait que, au nom de l'équation entre nazisme et communisme, il y a eu en effet une entreprise visant à terrasser le communisme, mais à faire exploser les idéologies d'extrême droite, sans que précisément la population soit en mesure de juger sainement de textes qu'on va lui présenter avec l'appareil critique dont on peut juger dans la biographie de Maurras par Olivier Dard. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a cette espèce de convergence finalement entre la gauche intellectuelle. Mais vous l'avez évoqué vous-même, je crois, dans une récente intervention. Vous avez montré que finalement l'explosion anticommuniste avait littéralement bloqué non seulement toute discussion, mais toute connaissance des dernières décennies. Moi, je crois qu'il faut bien examiner ce qui a donné lieu à un ouvrage connu, en tout cas dans les milieux qui s'occupent de l'histoire de la gauche intellectuelle. Le livre de Christophe Hansen, qui s'appelle « Les intellectuels français contre la gauche », et qui d'ailleurs éclaire très bien votre propre expérience, parce qu'il évoque beaucoup le grand hebdomadaire Le Nouvel Observateur, qui a joué un rôle très très important dans cette évolution. Et il montre... On peut citer aussi le livre de Perry Anderson, La pensée tiède, voilà, qui analysait de quelle façon toutes les idées progressistes et communistes avaient été étouffées en France pendant 50 ans. L'avantage du livre de Christophe Hansen, c'est qu'il propose une chronologie. Moi, j'adore l'histoire chronologique, parce qu'on ne peut rien comprendre si on ne situe pas les choses dans le temps. Et il montre comment, à partir des années 1960, se met en place un dispositif qui va entièrement converger, non seulement évidemment vers la liquidation du marxisme et du communisme, mais finalement qui aboutit à cette espèce de confusion entre la droite, y compris des formes extrêmes de la droite, et la gauche anticommuniste. Mais réfléchissons, aboutir à une sorte de confusion, de fusion, qui est celle de 1940, mais d'une fusion de 1940 qui n'étonne que les historiens qui ne travaillent pas dans les sources. Et je dois vous dire d'ailleurs que je considère que c'est la raison pour laquelle Olivier Dard a bénéficié d'une si longue période de silence, car chacun savait ses extrêmes sympathies pour l'extrême droite. C'est que, comme le fascisme français a été dirigé par un groupe de la très grande bourgeoisie qui est entièrement issu, je dis bien entièrement, issu de l'Action française, comme tous les dirigeants fascistes, on lui a tout pardonné. Et finalement, l'ennemi à terrasser étant le marxisme, étant le communisme, eh bien,
en quelque sorte, quelquefois en y ayant réfléchi, on aboutit à démontrer qu'il n'y a pas équation entre nazisme et communisme, mais la liquidation de toutes les traditions progressistes, le combat contre les règles de l'histoire, tout ceci a abouti évidemment à une catastrophe. Et je voudrais faire à cet égard une remarque, c'est que cette confusion passait par une liquidation des archives. Parce que je dois vous le dire, quand j'étais étudiante, c'est-à-dire, disons, dans la deuxième moitié des années 60, il n'y avait pas du tout de consensus idéologique. Il y avait chez les historiens un consensus méthodologique. Vous pouviez retrouver des historiens de droite et d'extrême droite auprès d'historiens d'extrême gauche, auprès d'historiens communistes, sur la base du respect des sources. C'est cette liquidation du respect des sources, parce que les sources ne laissent en particulier aucune chance à la thèse des élites bienfaisantes, si aimables pour la population, qui ne pensent qu'à son intérêt, tout ceci a abouti à la situation catastrophique où nous sommes et dont certains s'étonnent, je dois dire, avec une honnêteté que je trouve suspecte. Parce qu'il n'est pas possible de s'étonner que la fenêtre de tir soit maintenant établie de telle sorte qu'on puisse publier, republier, Rebattet, Maurras, Céline, c'est-à-dire des assassins. Je dis bien des assassins, des complices d'assassins et des assassins. J'ai montré d'ailleurs dans ma critique de la notice de Maurras que Maurras est un assassin, c'est-à-dire que Maurras a fait tuer des juifs, a fait tuer des rouges, a fait tuer des résistants, en appelant au meurtre tous les jours dans son journal, qui n'était pas en zone occupée avant novembre 1942, puisque l'Action française était publiée à Lyon, qui a été publiée encore à Lyon sous gestion directe allemande, et alors que, et je crois quand même que c'est une jolie conclusion, alors que ce prétendu non-nazi et anti-allemand avait obtenu des Allemands, depuis qu'ils étaient à Lyon, la prolongation de son permis d'armes. Vous connaissez beaucoup de résistants, beaucoup d'anti-allemands, beaucoup d'anti-nazis qui ont eu, à Lyon ou ailleurs, un permis d'armes sous l'occupation. Moi qui fréquente toujours les choses, je n'en connais point. Pour finir, Annie Lacroix, j'aimerais vous interroger sur une phrase d'Antoine Gallimard qu'il a prononcée afin de justifier sa volonté de republier les pamphlets de Céline. Et c'est la phrase suivante. « Aujourd'hui, l'antisémitisme n'est plus du côté des chrétiens, mais des musulmans, et ils ne vont pas lire les textes de Céline. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je trouve la phrase tout à fait non pertinente, pour les raisons qu'on a évoquées d'ailleurs tout à l'heure. C'est-à-dire que je dirais que, à la fois par tradition familiale et et ça a été une deuxième nature, par métier, j'ai quand même le sentiment très fort et démontrable par des sources que les antisémites sont restés antisémites. Ils sont dans une conjoncture, ma foi, où ils peuvent exprimer plus aisément leur haine des Arabes et des musulmans que leur haine des Juifs. Trouver une autre conjoncture qui risque de ne pas forcément tarder. Regardez ce qui se passe à l'est de l'Europe et vous verrez se déployer l'antisémitisme de philosémites. Je dois dire d'ailleurs que la maison Gallimard est mal inspirée, parce que ce n'est pas parce que l'épuration a été particulièrement douce et légère dans les milieux de l'édition comme ailleurs, qu'il faut oublier tout de même que la maison Gallimard, quelle que soit la qualité de ses productions,
a quand même connu une ère allemande. Vous évoquiez Drieux-La Rochelle. Comme beaucoup d'éditeurs français. Exactement. Voilà, comme à peu près tous les éditeurs français, qui en plus ont volontiers arianisé le secteur de l'édition. Mais tout ceci, finalement, serait aujourd'hui gommé par cette savonnette à vilain que serait un philosémitisme accentué. Merci beaucoup. Merci Annie Lacroix-Riz. À bientôt pour un entretien libre. Vincent Bolloré invite du beau monde dans son fief. Ce jour-là, nous allons assister à une étonnante cérémonie d'auto-célébration. Cette année, l'invité d'honneur est le ministre de l'économie en personne. Alors d'abord, Marie Bolloré, bonjour, Bolloré. Enchanté. Derrière Emmanuel Macron, Bernard Poignant. Conseiller spécial à l'Élysée, intime de François Hollande et ami depuis 35 ans de l'industriel breton. Il faut que Bernard Poignant vienne ici parce que c'est le témoin oculaire. Donc oui, il faut que... Il y a un protocole particulier ici, il faut le savoir. Bernard Poignant est ici chez lui. 17 février 1822, petite usine de... Lors de la visite, tout le monde a droit à une légende bretonne, celle d'une lignée de papetiers. Une légende qui mêle entreprise et famille depuis bientôt 2 siècles. Nous avons traversé des guerres, des révolutions, 3 rois, un empereur, 25 présidents de la République. 17 février 1822, petite usine de... Lors de la visite, tout le monde a droit à une légende. Flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal, tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans. À ton appel suprême on répondu présent. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà. Devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas.